T'as pas le iPhone? Non, c'est bon en théorie. Ah non, c'est bon, tu peux parler. Il y a le bouton rouge qui enregistre. Oui, c'est bon. Ça y est. Bonsoir. Elle va me planter mon truc. Donc c'est les pansements et les nouvelles technologies. Donc on a surtout parlé donc de la traitement par pression négative, TPN. Donc c'est traitement des plaies sous une pression inférieure à la pression atmosphérique ambiante, donc pression négative. L'objectif de cette technique, elle permet l'obtention d'un tissu de granulation de qualité. Donc tissu de granulation, c'est un tissu de bourgeonnement, de bonne cicatrisation, réduisant ainsi donc la complexité ou la taille de la plaie pour accélérer donc une cicatrisation dirigée ou faciliter un geste de couverture chirurgicale. Donc on peut aller grâce à cette technique jusqu'à la cicatrisation complète, ou alors permettre un très bon bourgeonnement pour faciliter le travail du chirurgien pour la greffe de la peau. Donc il y a ces deux indications-là. Après, il y a aussi l'indication de drainer les exsudats pour une plaie qui en produit beaucoup trop. Et elle va nous permettre d'éviter la rétraction des berges cutanées sur une cicatrisation, sur un dépansement de cicatrisation dirigée. On a parfois le problème de la rétraction des berges. Et donc parfois le chirurgien est obligé de reprendre juste parce qu'on a les berges qui sont trop rétractées. Et avec cette technique-là, ça nous permet de les limiter, voire de les éviter complètement. C'est très bien. Donc le TPN est prescrit après avis spécialisé, commencé dans un établissement de santé, et il peut être poursuivi une hospitalisation à domicile. Il ne peut pas être relayé en libéral, c'est une technique. Quand il est relayé en ville, c'est forcément en HAD, avec une évaluation hebdomadaire par le prescripteur initial. Donc même nous, en HAD, on a une plaie qui évolue mal, où on se dit peut-être qu'il pourrait bénéficier de cette technique. On va envoyer le patient en consultation spécialisée pour nous donner notre avis, en disant est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait mettre ça? Mais s'ils nous disent non, on n'aura pas le droit de le mettre. Par contre, s'ils nous disent oui, on enclenche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En théorie, pas longtemps si vous n'êtes pas très bavarde. Non, on ne va pas être très bavarde. Ça s'agit. Oui, si, je sais pas si je vais. Oh, on va continuer. La pression peut être variable de moins 25 mm3, mais mm de mercure à moins 200. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est le prescripteur initial qui va nous le dire. Et il va même paramétrer la machine à la sortie de l'hôpital. Une fois que la prescription est faite, on va la poursuivre. Alors après, ça peut, en fonction de l'évolution du pansement ou des exsudats, on peut les appeler, leur demander et changer à ce moment-là, mais on n'a pas le droit de modifier. Mais voilà, donc il n'y a pas, c'est pas une erreur, une fois vous avez un patient avec du moins 25 et une autre fois moins 125. C'est sur prescription là aussi médicale. La durée maximale de prescription est de 30 jours, renouvelable une seule fois par le prescripteur initial. Sachant juste pour compléter que si en fait au bout d'une semaine, après c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'évolution, c'est comme pour tout pansement en fait. S'il n'y a pas d'évolution, c'est quand même assez vite arrêté. Normalement au bout d'une semaine, on arrête. Voilà. Donc aussi l'intérêt de bien suivre ces suivis hebdomadaires pour justement si ça stagne, ils arrêtent. Donc, alors on va parler du matériel en général. Parce que, donc, comme toute nouvelle technologie, avec un brevet, il y a eu différents groupes qui se sont appropriés ça et qui ont sorti chacun leur machine. Le principe reste le même, c'est-à-dire thérapie par pression négative. Après, forcément, il va y avoir quelques petites différences. Donc nous, on ne parle pas d'un type en particulier. Vous avez par contre un laboratoire qui est là après pour montrer pour toute manipulation. Parce qu'après, à la base, c'est à peu près le même. Donc nous, on explique grossièrement la technique, comment on le fait, les indications, contre-indications. Et après, il y a des petites variantes, mais qui sont très minimes en fait. Donc le matériel, forcément, il y a un moteur pour créer la pression négative. Il y a un réservoir pour récupérer les exsudats. Il y a un kit de pose comprenant une mousse ou une compresse. Là, c'est la différence entre certains types de laboratoires.
Il y a un film transparent, mais en fait il y en a plusieurs qui sont livrés en même temps. On verra pourquoi. Un drain avec tubulure de connexion. Tout ça, forcément, il faut que ce soit relié à notre réservoir et à notre moteur. Ça va jusqu'à présent. Alors, les indications. Alors, elle va venir plus après. Là, on est dans les plaies aiguës. On a, donc là, dans les plaies aiguës, on a la plaie traumatique non suturable avec perte de substance. On a l'exérèse chirurgicale, la désunion de plaie opératoire, la laparostomie. Ça, c'est tout ce qui est plaie aiguë. Les plaies chroniques, on en a aussi dans les TPN. Ah, voilà. Il apparaît le plaie aiguë. Donc, plaie chronique, peut dire, c'est une technique de deuxième intention. C'est-à-dire qu'il y a eu... On a essayé beaucoup de choses avant, différents protocoles, c'est surtout donc des pansements de cicatrisation dirigés. On a essayé différentes techniques de pansement, on a différents produits, ça marche toujours pas. Avis spécialisé, et il y a des indications. Mais c'est pas forcément qui dit deuxième intention, c'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup de techniques avant. Mais ça marche à ce moment-là dans les ulcères de jambes, nécessitant une greffe cutanée, parce qu'on revient initialement, l'objectif c'est un tissu de granulation. Les escarres, ça marche aussi dans les escarres, stade 3, stade 4. Les plaies du pied diabétique, on sait qu'ils sont chroniques, on a essayé multiples traitements. Il y a des contre-indications. Les saignements actifs. On est sur une plaie avec des bonnes indications, mais quand on va changer le réservoir, il est rempli de sang rouge, on enlève, on a un saignement actif, il faut arrêter, parce qu'on est en pression négative, donc on aspire. Les contre-indications, en général, c'est quelque chose de très logique. Tout ce qui est médical, quand on a des contre-indications, en général, en creusant un petit peu, on trouve vite. Les plaies nécrosées, ça ne va absolument pas marcher, c'est la détertion, c'est le geste chirurgical, c'est absolument pas l'indication du TPN. Le TPN ne fera strictement rien sur une nécrose. Ça va faire sur de la fibrine, oui. Ça va faire voilà, pour obtenir ce qu'on dit depuis le début, le tissu de granulation, mais sur de la nécrose, aucun but, aucun intérêt. Les plaies tumorales, pareil. Aucun intérêt de faire bourgeonner un tissu tumoral. Les fistules non explorées. Alors les fistules non explorées, c'est souvent sur les laparostomies, sur des trous. On imagine bien que si... Donc une fistule, hein, c'est une sorte de tunnelisation, hein, c'est-à-dire qu'au fond de la cavité, il y a un trou, on ne sait pas trop où il va. Si le chirurgien il n'a pas exploré, et qu'on ne sait pas, on imagine bien que si on met une pression négative qu'on aspire, s'il y a une fistule qui bouge vers un organe ou dans le péritoine, ça va faire des dégâts. Si on est à moins de 200 mm de mercure, ça va entraîner des dégâts. Les plaies infectées non contrôlées. Non contrôlées, c'est-à-dire qu'on a le droit de mettre sur des plaies infectées, mais qui sont contrôlées, c'est-à-dire antibiothérapie. Le chirurgien ou le médecin spécialisé qui a prescrit le TPN, il sait qu'il y a une plaie infectée, ça va drainer, mais elle est contrôlée. Hein, parce que c'est toujours pareil, avec cette pression négative, on risque d'entraîner des dégâts ou d'aggraver. Donc une plaie infectée non contrôlée, c'est absolument pas c'est une contre-indication absolue. Et de même, donc on revient un peu au saignement actif et les fistules non explorées. Si on a un vaisseau, un organe explosé, on comprend bien toujours pareil, c'est de la logique. Si on met une pression négative dessus, on va aspirer le vaisseau, ou du moins on risque de faire une brèche. Et pareil pour un organe, on risque au fur et à mesure d'aspirer, de créer une petite brèche, et ça devient la catastrophe. Donc la technique de pose, donc là on est plus sur le terme infirmier. Ça va donc là pour les indications, contre-indications. Vous, à la base, vous en avez déjà posé TPN ou non? Jamais. Pas du tout. C'est plus jeune que ma... D'accord. C'est pour ça qu'on l'a mis, qu'on explique, parce que après de savoir, et comme ça on comprend l'intervention des infirmiers, des infirmières, les renouvellements de pansements, oui, non. Ça permet, donc voilà, on reste quelque chose de très simple, très pratique, mais au moins il y a les bases. Donc ce pansement, il va être remplacé toutes les 48
à 72 heures, suivant la prescription initiale. C'est pas un pansement qu'on fait tous les jours. En général, c'est un petit peu aussi le côté avantageux du pansement, qu'on ne le fait pas tous les jours. Voilà. Après, toutes les 48 à 72 heures, en fait, ça va dépendre justement du stade où on en est de la plaie. Ce que j'expliquais en fait tout à l'heure, c'est que si on est dans un début où la plaie est sale, où il y a beaucoup de fibrine, où il y a beaucoup de détertion à faire, ça va être plus proche des 48 heures forcément. Parce que normalement on va quand même drainer. Le bocal va se remplir pas complet, mais une bonne moitié, on y arrive très vite quand même, mine de rien. Parce qu'une plaie, forcément, il y a de l'exudat, plus les débris qu'on récupère, voilà. C'est plus en début. Les 72 heures, c'est vrai qu'on les voit plus après quand la plaie donne moins, il y a beaucoup moins d'exudat. Donc le pansement, il va être remplacé lui donc toutes les 48 à 72 heures, mais le bocal de recueil, alors il va être, bien sûr, s'il est rempli, on le change. Par contre, s'il n'est pas rempli, qu'il y a un exudat modéré, il va quand même être changé au moins une fois par semaine. Donc on peut le garder toute une semaine, s'il déborde, on enlève. Mais de toute façon, et même s'il n'est pas fini d'être rempli, on le changera au bout d'une semaine. Il faut savoir juste dans le bocal, il y a une genre de petite mousse ou un petit coussinet comme on trouve là pour l'humidité dans les sachets, donc on ouvre. C'est exprès pour absorber un petit peu les odeurs aussi. Ça évite qu'il y ait une odeur pour le patient. Parce que souvent ils me demandent est-ce que dans le bocal après est-ce qu'il y a des odeurs, tout ça. Normalement il n'y en a pas, c'est pas normalement, c'est qu'il n'y en a jamais. Parce que justement il y a ce petit sachet. C'est pour ça aussi que s'il y a trop d'exudat, bon, on change le bocal. S'il n'y en a pas trop, on peut se permettre de tenir une semaine facilement. Alors là c'est plus le côté technique du pansement. Donc tout simplement, comme toute plaie, on nettoie au sérum fille. Surtout pas de 4 temps bêta, ça c'est pas bon du tout. On va mesurer la plaie. Ça va permettre justement de surveiller l'évolution de la plaie, voir si elle grandit, si elle stagne, si elle rétrécit. Et en même temps, on va pouvoir mesurer le pansement qu'on met ensuite, donc le pansement non adhésif. Donc c'est-à-dire que si c'est la mousse, si par exemple on a mesuré la plaie que ça fait 10 cm, on va pouvoir directement utiliser la réglette qui est fournie dans le kit de pose, qui est stérile. Donc on peut mesurer notre plaie, on mesure la mousse et au moins on peut prendre la taille. La mousse ou compresse, ce qu'on dit, comme on peut voir des fois dans les services, avec le scalpel, on ne le fait pas. Tout simplement parce que si je pose ma mousse, que j'essaye de le faire au scalpel, même si je suis sur mon champ stérile, quand je vais couper, forcément ça va me couper mon champ stérile. Je me retrouve sur la tablette, je suis déstérilisée, et voilà, il n'y a pas d'imousse dans le kit. Ni de compresse, donc voilà. Donc ça va pouvoir, donc on va couper soit avec un ciseau stérile, soit nous qu'on aura bien nettoyé au préalable avec les désinfectants, la lingette d'agnos ou le produit. Voilà. Ensuite, quand une fois on a pris en fait la taille du pansement, on va pouvoir le poser en fait dans la cavité. Donc le pansement, il faut vraiment qu'il soit à la taille de la plaie. Il ne faut pas que ça soit plus petit que la plaie, il ne faut pas que ça soit plus grand, il ne faut pas que ça dépasse sur les berges et sur la peau saine. On va voir après pourquoi, parce qu'en fait tout simplement ça abîme les tissus sains, donc c'est pas bon. Une fois qu'on a appliqué donc la mousse ou la compresse, on va appliquer le film transparent qui nous est fourni dans le set de pose. Donc bien plus large que la mousse, on ne fait pas tout petit, tout simplement pourquoi? Parce que quand on pose le pansement, il faut garder le vide après à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite ou d'entrée d'air. Donc on le fait assez large, il faut bien coller, bien l'aplanir. Ça c'est dans un premier temps. Ensuite, au niveau du film transparent, donc là où on a pu coller la mousse, on va former un trou. Le trou c'est pareil, soit au scalpel délicatement, soit au ciseau. Là pour le coup c'est plus pratique que le scalpel, mais on arrive très bien au ciseau, on fait un petit trou et après clac clac. Le trou il faut qu'il soit d'une taille d'une pièce de 2 €. Pourquoi? Parce que bien souvent, le plus souvent on travaille avec les mousses et ça va être des pastilles, parce que après avoir fait le trou, il va falloir qu'on dispose le drain du système aspiratif. Quand on va le coller en fait au niveau donc, du film transparent, il faut absolument que la pastille, elle soit posée en gros, que les trous de la pastille qui aspirent, ça soit directement la mousse. D'accord? Si on le pose sur le plastique, ça va me faire quoi? Quand je vais le mettre en inspiration, ça va me sonner parce qu'on a des alarmes sur ces machines en occlusion. Donc ça n'aspirera rien, il n'y a aucun intérêt.
que si ça s'aspire la mousse, forcément ça va drainer ma plaie. Donc très important que les trous excusez-moi, les trous du drain soient bien en fait sur la mousse. Ensuite, par sécurité, ça c'est pas à tout le monde, mais par sécurité, on préfère mettre un deuxième film transparent par-dessus pour vraiment faire l'étanchéité. Parce que les petits pansements comme ça, les TPN, on a une petite surprise. Ce que j'expliquais à l'autre groupe, quand c'est des Laparo, c'est plus facile, on est plus sur une face plane. Donc le système d'étanchéité, on l'a plus facilement. Par contre, quand on se retrouve avec des TPN, soit au niveau du sacrum, soit au niveau des talons, c'est un peu plus sportif pour faire l'étanchéité. Donc quand on met un deuxième film, ben, on a plus de sécurité. Voilà. Donc on met le deuxième film pour renforcer. Et ensuite, on va connecter en fait la tubulure de la pastille. On va le connecter à la deuxième tubulure. Donc c'est des petits bouchons qu'on enlève, on connecte, on clip. Et l'autre tubulure part en fait dans le bocal d'aspiration. On déclampe, parce qu'il y a 2 clamps aussi, qu'on a clampés au préalable ou ils sont clampés. On déclampe. Et nous, tout ce qu'on a à faire par la suite, parce que comme on a vu au tout début, c'est le médecin qui aura paramétré la machine. Nous, on a juste à appuyer sur le bouton ON. On prévient le patient au préalable quand même, parce que c'est un pansement, on n'a pas encore dit, qui ne doit pas être douloureux. D'accord. Le seul moment où ça peut titiller un petit peu le patient, c'est à la mise en route de la machine. Le principe, ça aspire. C'est comme si on se met l'aspirateur dessus, on va sentir juste une aspiration. Eux, c'est pareil. Souvent, que si on arrive au bourgeonnement, forcément, ben, la plaie, elle est quand même à vif. Voilà. Donc, on les prévient que ça, on met le système en route, que ça va tirer. C'est le seul moment où ils doivent sentir la douleur. Après, on leur demande, on réévalue. Et voilà. Donc là, à ce moment-là, il faut et regarder le pansement, que ça fasse le vide. Donc c'est pareil que quand on aspire là, les sacs où ça aspire tout l'air. Donc le pansement il est assez gonfle. Et quand on met le système, ça s'aplanit, ça enlève tout. Et là on vérifie donc ça, que ça s'aplanit bien. Et après on écoute le pansement. Moi je fonctionne comme ça, parce qu'on entend bien souvent les fuites d'air. Donc on approche un petit peu l'oreille selon où c'est et on entend. S'il y a une fuite, c'est pas grave. Soit on a à côté des films transparents en plus, soit il nous reste des morceaux qu'on a coupés, des pansements préalables, et on colmate. Voilà, jusqu'à ce qu'on n'entend plus. Ce que je disais aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait le pansement, le temps qu'on range notre matériel, la machine, pendant qu'elle fait son boulot, s'il y a une alarme, bien souvent c'est 2 alarmes qui nous perturbent nous vite fait, ça va être l'occlusion. Si on a mal ouvert, soit si on a mal coupé, soit si on oublie de déclamper, soit prise d'air, il y a de l'air. Voilà, ils nous disent fuite d'air. Donc là, ils nous guident, donc là au moins on sait que s'il y a une fuite d'air, il faut colmater. Donc là on écoute, on regarde d'où ça peut venir. C'est un petit peu à tâtons. Voilà. Et je crois que voilà. Ensuite, l'arrêt de la thérapie. Donc on va pouvoir la faire soit une fois que la plaie est cicatrisée, soit on peut aller jusqu'au bout, soit bien souvent, alors jusqu'au bout, on s'entend, bien souvent quand les plaies en fait elles ont rétréci en largeur et surtout qu'elles sont remontées, quand elles sont planes, on va finir avec une cicatrisation dirigée. D'accord. Donc c'est des pansements gras, ça va être des hydrocolloïdes, des hydrocellulaires, tout dépend voilà, de la plaie du patient. Donc bien souvent c'est ça. Si la plaie elle est sèche, il n'y a aucun intérêt. Une cicatrisation, comme on dit de toute manière, ça se fait dans un milieu humide. Si la plaie elle est sèche, il n'y a aucun intérêt et au contraire on risque de plus léser les tissus qu'autre chose. Ensuite, si donc la thérapie est douloureuse, ce que je vous disais, c'est un pansement qui ne doit pas être algique pour le patient. Si c'est algique, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut arrêter, appeler le chirurgien et revoir avec lui. Peut-être la pression elle est trop forte, peut-être que le pansement ne lui correspond pas, parce qu'il y a autre chose. Et donc l'autre, si la plaie donc, devient nécrotique. Donc c'est une condition de ne pas le mettre en place si c'est nécrosé. Mais ça nous est arrivé, nous, à l'HAD assez récemment, un week-end, qu'un patient, sa plaie s'est nécrosée. Pour X raisons, c'était un pied diabétique, ça s'est nécrosé. Là, dans ce cas, on a pris les devants, on n'avait pas de chirurgien sous la main, bon, on a les médecins qui sont de garde le week-end. Après voilà, on prend les devants, on arrête. Quand on arrête, parce que si on prend la décision de les arrêter tout simplement, ou si on n'a plus de matériel au domicile, ça peut nous arriver, on fait un pansement simple. Pareil, on l'adapte en fonction du stade de la plaie. Si c'est un bourgeonnement, si c'est encore nécrotique, si c'est encore fibrineux, voilà, on adapte en fonction. Tout simplement. Mais on n'est jamais bloqué, c'est pas grave si on arrête la thérapie 2 jours, 3 jours, je veux dire un week-end c'est 2 jours, après le lundi on appelle le chirurgien et il nous règle le problème. On n'est pas reprochable si
voilà, sur une plaie, comme on disait tout à l'heure, sur un pied diabétique, sur une deuxième intention, on sait que c'est des... On a un terrain qui est déjà pas bon, donc on fait au mieux pour que ça évolue, mais voilà, après il peut y se passer autre chose, des comorbidités qui fait que d'un coup le pansement va s'aggraver, voilà, donc il devient nécrotique. Sur un week-end ou quand les chirurgiens ne sont pas joignables, on l'arrête. Ouais. Après, le moment, c'est de faire un relais avec un autre pansement, puis après, on revoit le problème avec le chirurgien, mais on a le droit tout à fait d'arrêter. Si on voit que d'un coup, brutalement, ça devient tout nécrotique, on fait le relais avec un autre type de pansement, et après, on revoit avec le chirurgien les indications. Et il vaut mieux, au cas où, justement, si on manque de matériel le week-end, ce qui peut donc arriver, comme je vous ai dit, il vaut mieux l'arrêter et pas se dire « Oh, c'est pas grave, ça fait déjà 3 jours qu'il a, allez, on garde encore un 4e jour, c'est pas grave. » Il vaut mieux l'arrêter, parce qu'après, il y a des risques infectieux aussi qui peuvent apparaître. Il vaut mieux l'arrêter, on fait un pansement simple, on recommande le matos pour le lundi en urgence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions rien que sur les indications, la pose? Là, on va montrer maintenant juste des photos pour un peu illustrer. Ouais. Et puis on parle... Enfin, oui, de ce que vous m'avez expliqué, je vois ce que ça peut donner. Mais en fait, après, quand vous allez voir l'atelier à côté, parce que ce que je disais tout à l'heure à l'autre groupe, parce que c'est, voilà, moi j'avais essayé de demander le matos pour essayer de montrer en même temps. Bon, après, ils sont là pour faire leur pub, voilà, on dit non, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous allez plus comprendre après le coup de la mousse, du connecteur, du bocal là-bas, parce que vraiment ils ont tout, donc ils vont tout vous montrer. Et voilà. Alors, vous préférez vous expliquer déjà oui, non, l'indication, pour comment c'est posé, quand c'est posé, la façon de comprendre. Donc c'est un pansement, la personne est alitée obligatoirement. Pas forcément, on a des patients, qui... Parce que voilà, une fois que le pansement il est occlusif, après le bocal c'est tout petit, après bon il y a le moteur, mais c'est pas des choses qui sont... Alors il faut savoir que certains labos, ils le font en portatif, justement. Là on a notamment donc, le labo qui est là-bas, ils le font en portatif, donc ça se met dans une sacoche, c'est caché, le bocal est caché dans un petit sac à main, voilà. Ils le portent, ils peuvent... Ceux qui sont opérés par exemple des laparostomies, nous on en avait, ils promenaient, hein, je veux dire, c'est le petit sac, ils promènent. C'est sûr qu'une personne qui a une DPN au niveau du sacrum, oui, c'est alité. Parce que de toute manière, on se doute que... Voilà, hein, on se doute. Les pieds, on en a eu qui marchaient, ça arrivait. C'est un peu sportif, parce que c'est à la limite, on a un problème d'étanchéité du pansement, il marche dessus. C'est dès qu'on bouge. Mais les TPN en laparostomie ou sur des plaies... au niveau du moignon, c'est vrai que bien souvent, après, ils sont en fauteuil, ceux-là, voilà. Parce qu'après, le côté pratique aussi de j'ai un moignon, j'ai des béquilles, j'ai le sac, ça arrive. Par contre, il peut y avoir des patients quand même pas trop vieux non plus, hein, d'une quarantaine d'années, pour X raisons, ils ont eu un accident, on leur met ça. Voilà, ça arrive, après on en a. Donc on a le système portatif pour certains labos, comme on a le système par contre le bon truc bien gros qu'on pose et on est content. Donc ça reste, ça reste posé au moins. D'où l'intérêt aussi peut-être d'avoir plusieurs laboratoires. Théoriquement les chirurgiens prescripteurs, les médecins spécialisés prescripteurs. Et ça, voilà, on a un chirurgien, il y a un gynéco qui travaille beaucoup sur les seins. Bon, lui, à chaque fois qu'il nous a prescrit ce genre de technique, il le prescrit avec tel laboratoire parce qu'il sait qu'après sa patiente, elle va pouvoir mener une vie, enfin voilà, elle va pouvoir sortir avec, en effet, en bandoulière, tout, mais voilà, elle n'est pas clouée à la maison au lit avec un gros appareil. Même si c'est cloué à la maison, mais le fait d'être au lit... Voilà. C'est différent, du coup ça laisse... C'est des patients qui peuvent être autonomes en fonction de l'appareil. S'ils sont cloués au lit, on va les soigner pour un côté, mais ils risquent de s'épuiser. Voilà, il y a ça aussi. Bon, après, il faut savoir qu'une TPN qu'on met au niveau du sacrum n'empêche pas le patient de rester allongé sur le dos. Ça aussi. Là, hormis la TPN, il faut savoir qu'un patient qui a une escarre au niveau du sacrum, il vaut mieux qu'il ait une escarre au niveau du sacrum, mais qu'il reste appuyé dessus. Au moins, ça c'est. On dit toujours qu'il faut mettre en décharge, il faut mettre en décharge. Il n'y a pas de souci, c'est bien pour les talons, c'est facile à mettre en décharge. Par contre, les fesses, quand on veut mettre en décharge, on fait quoi? On tourne le patient sur le côté. Trop grave. On change quoi? On change le point d'appui, on change l'escarre. Donc au lieu d'en avoir une d'escarre, on va en avoir 2, voire 3, parce que bien souvent, les plans de retournement, soit ils sont pas faits, soit ils sont mal faits. Et le problème, c'est que une escarre, ça apparaît très vite. Il faut savoir que dans l'heure, ça commence à arriver. Voilà. Et si on laisse le processus enclencher, une nuit, ça va vite. Et voilà. Donc il vaut mieux laisser le patient sur sa même plaie,
sur son même escarre du moins. Au moins on est sûr qu'il n'en a qu'une. Et le TPN, au niveau du sacrum, n'empêche pas de laisser les gens sur le dos. Après c'est une technique, quoi. Moi après c'est une technique de savoir où on met le fil. C'est sûr qu'il y a un endroit plus pratique, voilà. Après c'est juste ça, c'est tout. Et juste une petite aparté, parce qu'on a fait le cas simple de la mousse. Peut-être le dire pour le pont. Ouais, on le fait après. On verra la photo pour le coup. Si tu veux, ouais, illustrer. Ça va. Parce que là, voilà, juste on a fait le cas simple, et après en fait il y a deux manières différentes de faire la TPN. Donc on va le voir. Là c'est la manière simple, c'est on met une mousse, et après on peut mettre deux mousses sur deux plaies différentes. On a plusieurs plaies. On va vous le montrer justement, on a un cas clinique par rapport à ça. Donc là c'est juste des photos pour vous montrer justement cette fameuse évolution. Donc on a un premier patient donc, qui a une laparostomie, donc avec la première photo donc, au 20 juillet, bon, en sachant qu'on avait déjà commencé la technique. Donc elle est là, la plaie sur laquelle était le TPN. À côté c'est voilà, iléostomie, colostomie. Donc bon voilà, après tout ça c'est la mousse qui va être mesurée là, qui va être mise là, le fil. Donc là c'est la photo, on va dire... parce que en fait là le TPN il avait déjà été commencé, c'était quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sale, c'était voilà, beaucoup plus creux. Là ça avait commencé déjà à remonter et les berges à se rapprocher. Et tiens, on va voir l'évolution. Donc là on est le 20 juillet et là on est le 30. Donc voilà, là déjà on voit que quand même les berges se sont bien rapprochées. Le lit de la plaie, il est bien remonté et la plaie quand même beaucoup plus saine. C'est bourgeonnant, voilà, je veux dire, on arrive à une tissu de granulation quand même qui est jolie, qui nous plaît. Et là, le 9-11. Voilà. Donc là, on est à la fin de la cyclette. Là, on arrête le TPN. Là, on a fini par un pansement simple. Voilà. Là, on finit soit par un pansement gras, soit juste un hydrocellulaire, ça suffit. Après, tout dépend de notre patient. Voilà. Mais bon voilà, c'est juste qu'on va quand même beaucoup plus vite, on gagne du temps, on peut gagner en niveau économique aussi des pansements, parce que bien souvent ça coûte un peu plus cher. Donc ça aussi. Deuxième cas, donc ça c'est un traitement de deuxième intention, plaie chronique du diabétique. Donc là en fait on a deux plaies, et le chirurgien il apprécie le TPN pour les deux. Donc là, on ne peut pas mettre, comme on avait dit tout à l'heure, la mousse sur du tissu sain, mais on a du tissu sain là au milieu. Donc, technique infirmière. Donc, techniquement, on peut se permettre là en fait, avec la même mousse et le même appareil, en fait, tout simplement, on va prendre la mousse, on mesure donc les deux plaies, comme je vous ai dit au début. On mesure, on met une mousse en premier, bon, sur la grande partie, on recouvre toute la plaie, et ensuite, en mesurant l'autre, on met aussi la mousse. Il faut bien que les deux communiquent. Voilà. Donc là, la question, c'est, on va prendre, alors bien souvent, on prend un hydrocolloïde. Tout ce qui est par exemple comme fil, duoderme. On coupe un morceau assez grand afin de protéger en fait voilà, la peau saine. D'accord. Quand on a protégé la peau saine, vu que ça fait une seconde peau, on peut se permettre de mettre encore de la mousse. Donc ce qu'on fait, ce qu'on appelle la technique du pont, on va couper encore un morceau de mousse qui nous reste, en rectangulaire notamment, juste en fait que ça ait de la mousse de l'escarre numéro 1 vers l'escarre numéro 2. Ça permet de communiquer. Quand on a fait tout ce petit trafic, alors c'est technique, on est bien souvent, là notamment que c'est un pied, c'est un petit peu en équilibre. Voilà. Avec un peu de chance, on a un patient qui bouge, c'est encore mieux, c'est plus rigolo. La technique, c'est, bon, on fait bien tenir et ensuite on fait bien le système d'étanchéité. Donc pareil, on met le pansement transparent en fait. Donc on cale de partout, on fait bien. Et ensuite, alors soit on a une, soit on a deux pastilles. C'est encore une petite variable. Quand on en a un de pansement, on a une pastille, c'est très bien, on met, c'est fini. Là, soit on a une pastille, pareil, le même principe, vu qu'on a fait notre pont, ça communique, on fait un trou au milieu, pareil, 2 €, on met la pastille, on finit comme l'autre, la plaie simple. À la différence, vu qu'on a fait le pont, c'est ce qui va permettre de communiquer aux deux plaies, d'arriver dans le tuyau en fait, d'aspiration, et ça partira. Soit, ça c'est pour des plaies qui sont rapprochées, on peut se permettre de faire un pont. Maintenant, on peut avoir des plaies qui sont trop éloignées, d'accord, où il faut mettre les deux TPN, la TPN sur les deux aussi. Quand c'est par contre trop éloigné, pareil, on a un seul moteur, mais on va pouvoir faire en fait avec deux pastilles différentes, mettre, là on imagine que c'est, je sais pas, là et là on va pas pouvoir même faire un. Donc une pastille, on les rejoint sur un système en Y.
et ça part dans la tubulure. Ça, on peut le demander au labo qui nous les livre. C'est dans une commande aussi, et ça se clipse pareil, et puis on met, et voilà. Donc un moteur pour les 2 pansements. Voilà. Donc toujours pareil, ça c'est le chirurgien qui évalue le millimètre de mercure, bien souvent ça correspond. Au moins on n'a pas de souci. Voilà. Donc, et ensuite donc l'évolution de la plaie. La partie là, vraiment là, tout ça c'est le tendon qui est visible. C'est pas de la fibrine. En bas c'est de la fibrine au niveau vraiment du talon. Tout le reste par contre c'est du tendon. Donc là déjà on commence un petit peu à voir. Oui, c'est impressionnant. Donc là on voit déjà que c'est un petit peu plus rouge, hein, le tissu, donc ce qu'on appelle le tissu de granulation, le bourgeonnement. On voit, hein, c'est pour ça qu'on a fait un peu des photos où on voit bien, mais bon, c'est des photos qui sont, même en n'y étant pas trop parfois de la partie, on voit que comme là, on voit que ça diminue. Ouais, là. Le tendon commence à bien se recouvrir. Là, le tendon il est beaucoup moins. Alors, le TPN, et certes, donc on a dit qu'on nettoyait la plaie, ça n'enlève pas un peu de détertion mécanique des infirmiers. C'est-à-dire que là où il y a un peu de fibrine, ils prennent un peu leur curette, on peut enlever quand même. Ça n'enlève pas du côté soit infirmier sur le pansement, de faire une détertion mécanique, de découper un petit peu, et après de faire le pansement. On gagne du temps. Donc la fibrine, c'est important. On l'enlève, ça n'enlève pas ce côté-là de détertion un peu mécanique, et de poursuivre. Donc là, tout ça, c'est quand même à chaque fois un peu gratté. Alors, juste pour tout ce qui est détertion mécanique, il y a quand même 3 petits systèmes, parce que bien souvent, quand on parle aux infirmiers des scalpels, ils ont les poils qui s'irrissent. Pourquoi? Parce que légalement, on n'a pas le droit de les utiliser. Sauf que si on ne le fait pas, à un moment donné, c'est pas les chirurgiens qui vont venir au domicile nous les gratter. Voilà. Et on ne peut pas les envoyer tous les 3 jours pour gratter. Donc, on prend nos responsabilités, on n'est pas débouché, voilà, on y va à tâtons. Si maintenant vraiment on est contre le scalpel, ce que je peux comprendre, parce que c'est une responsabilité, il nous reste 2 possibilités. La curette en fonction, c'est vrai que pour gratter ce amas de fibrine, ça va être un petit peu tendu. Par contre, il nous est autorisé les ciseaux stériles. Donc pareil, on prend, on coupe. Ça peut être très bien aussi, hein. Quand il y a beaucoup de fibrine, ça peut être même plus pratique que le scalpel. Oui, parce que la fibrine, voilà. Oui, ça marche. Mais c'est vrai que pour tout pansement, et la TPN, c'est vrai que la TPN fait accélérer, mais avec une détertion mécanique, ça fait encore plus accélérer. Voilà, parce que... Voilà, donc là, on continue de voir une sacrée bonne évolution. Oui, mais c'est pas très vieux, vos dates. Ah non, non, c'est un cas récent. Vous voyez, ça va assez vite quand ça marche bien. On le voit. Cliniquement, ça se voit bien. Alors ce que j'expliquais aussi, 2-11. c'est que des fois, quand on met le pansement en place, il peut avoir une bonne évolution les 2-3 premiers jours, au premier pansement, là, notamment pour la TPN. On va le refaire. 2 ou 3 jours après, on peut se dire « Ah mais merde, ça va moins bien que la dernière fois quand même. » C'est pas grave. Bien souvent, les plaies, elles s'amusent à faire un petit peu ça. C'est le premier pansement, ça peut aller. Le deuxième pansement, d'un coup, il y a une petite chute. C'est pas grave, on refait. Et bien souvent, ça repart. En fait, c'est un système qui, voilà, c'est le petit système vicieux de la cicatrisation. Ça peut le faire même en cicatrisation dirigée, hein, même, voilà. C'est pour ça qu'il faut se donner bien 1 semaine pour tout pansement, même pour la TPN, pour voir une évolution. 1 semaine à 1 semaine et demie quand on met un protocole en place. Voilà. Donc là, on continue hein, sur les... Encore un, on voit celui-là, il diminue. Celui-là, le tendon, il est beaucoup moins apparent. Puis celui-là, il devient de plus en plus rouge. On voit hein, que là, vous voyez là, c'est beaucoup moins étendu. Et après, on a une dernière photo. Voilà. Là, le 14-11, donc là, on a arrêté la TPN sur l'avis du chirurgien parce que ça y est, elle est prête pour la greffe de peau. Donc là, le temps que l'hospitalisation soit bientôt programmée, je crois que maintenant c'est pendant 1 semaine, le chirurgien a décidé là, de continuer sur un pansement simple. Et là, cette dame a été... À la base, c'était le but hein, quand même. C'était d'obtenir ce fameux tissu de cicatrisation pour pouvoir faire la greffe de peau dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça c'était pour... Donc c'était le TPN, parce que c'est quand même la technique la plus en ce moment oui, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, voilà. Que j'ai jamais vu. Voilà, donc là après donc, vous avez un labo qui vous présente. On va prendre un petit cas clinique, mais de pansement simple, avec l'intérêt de la détertion mécanique et d'un type de pansement. On peut vous montrer, mais c'est rien de nouvelle technologie. Alors on n'a pas parlé de l'électrostimulation, c'était le Wundel, qui marche bien, mais qui en ce moment, depuis 1 an et demi, il y a 1 an et demi, on avait beaucoup de patients, on avait tout plein de photos,
Et depuis quand même l'émergence du TPN, avec voilà, plusieurs sur le marché, plusieurs prestataires, le Wundle a un peu disparu. Alors ça marche bien, mais il y a, c'est un peu le marketing, c'est les délégués. Non mais il y a cette option-là. Les chirurgiens, les mêmes qui nous prescrivaient le Wundle, nous prescrivent maintenant du TPN ou le laboratoire qui a deux types, il y a le PICO et le TPN. Ça marche bien. Donc c'est vrai qu'on a en ce moment beaucoup de TPN, d'où l'intérêt d'avoir fait comme ce diaporama un peu axé là-dessus, en accent beaucoup sur la technique, parce que il y a des conditions de prescription, ça se fait en HAD après en relais, il y a des techniques de pose extrêmement particulières, des indications, des contre-indications, donc c'est vrai qu'on a un peu axé là-dessus. Après on avait fait un petit cas clinique sur des pansements simples, on peut vite le... En fait, c'est sur en fait, l'intérêt, là, c'était de montrer que quand même, un échec par rapport au TPN, on peut quand même arriver à une cicatrisation, même si le pansement, à la base, il n'était pas donné, vraiment pas donné. Là, l'intérêt, c'est de voir que quand même si la TPN ne fonctionne pas, en cicatrisation dirigée, ça peut marcher. Et là, notamment pour montrer donc, que la détertion mécanique, ça a un réel intérêt pour le patient, pour nous, dans l'infection du pansement. Voilà, sachant qu'on va vous montrer un petit peu vite fait l'historique du patient, ses antécédents. Et c'est vraiment pas un cas donné. Donc c'est une amputation de moignon au niveau de jambe. Donc antécédent, la patiente était obèse, asthmatique, hypertendue, hypothyroïdie et le diabète qui n'est pas du tout notre ami. Avec donc forcément toutes les complications liées, donc un pontage, angioplastie fémorale, tout ça a mal dégénéré parce qu'il y a eu comme une amputation qui a mal dégénéré avec une recoupe fémorale. Dans tout ce temps-là, cette dame, elle a quand même eu le TPN à l'hôpital et ça ne marchait pas. Donc avec en plus cette amputée et vésicule recoupe un petit peu plus haut parce que des grosses comorbidités. Donc en fait, elle est sortie de l'hôpital avec une prescription de pansement dirigé parce que le TPN, voilà, comme parfois le TPN va être là en deuxième intention parce que les pansements simples ne marchaient pas, inversement, ça peut aussi fonctionner, le TPN ne marche pas pour des raisons de comorbidité et pourquoi pas les pansements simples. Alors on est entré en HAD le 6 mai 2013 avec ce protocole d'entrée qui n'est pas le nôtre, des hospitaliers et après du médecin traitant, relié par le médecin traitant. Donc sérum phi, bêta rouge, bêta jaune, ce qu'on disait tout à l'heure, maintenant les plaies ne se nettoient pas avec ça parce qu'on abîme la flore naturelle du patient. C'est vrai que c'est un très bon antiseptique, mais il est tellement bon que ça nous décape tout. Donc le sérum phi, ça marche très bien. Et donc on avait ce protocole-là avec de l'élase. Ça, c'est le médecin traitant qui nous avait prescrit ça. Alors l'élase, c'est... encore ça. Voilà, donc nous en tant que HAD, on a le médecin traitant qui est le médecin prescripteur. On avait voilà, un protocole de pansement qui nous a été donné. On s'est fait ouf. Sur ce genre de patient, on a fait encore plus ouf. Donc on a envoyé donc, Elodie qui était spécialisée en plaie pour la cicatrisation afin de quand même conforter notre nouveau protocole de pansement afin de donner un peu plus... Pour la défense de l'élase, ça peut être utilisé, mais bien utilisé. Voilà. Il faut vraiment connaître vraiment les conditions d'utilisation. Il faut vraiment que ça soit très bien manipulé. Après, c'est pour ça qu'on peut faire. Après, on annule très vite, au moins on n'en parle plus. Donc initialement, donc, le pansement était fait avec une prescription un jour sur deux, bon, comme tout pansement simple. Hein. Voilà, donc l'intérêt maintenant on a envoyé, donc on a essayé le traitement préconisé parce qu'on est un peu obligé au départ de suivre, donc ça marchait pas forcément. Toujours faire plaisir un petit peu quand même. Et donc on a envoyé notre infirmière spécialisée qui a préconisé donc voilà le changement de protocole. À la base voilà, alors on évalue la plaie. Donc fibrine, déjà j'ai évalué. Est-ce que c'est la fibrine sèche ou humide? Sèche, c'est-à-dire que j'aurais pas installé de l'albostérine qui est un alginate parce que c'est comme le principal, si c'est sec ça va aspirer, rien du tout. Là, fibrine humide, donc tant mieux, ça me va. La plaie elle est humide, ça me plaît. Sur les berges, là, il y a des petites pointes fibrineuses. Voilà, je me permets, donc j'instaure sérum phi, algo, détertion mécanique dès que possible, sachant que la patiente était quand même algique. Donc il fallait y aller avec parcimonie. Donc, ça faisait quoi une semaine? Non, 20 jours maintenant. 29, ça fait et là 18.
ouais, ça fait plus de 10 jours après, quoi, même 2 semaines après. Donc on arrive quand même à ce résultat. Donc déjà, les berges elles sont beaucoup plus saines. Au niveau de la largeur, les berges commencent à se rapprocher. Le lit de la plaie commence à remonter, donc l'intérêt. Là, le paquet de fibrine il est quand même parti. Donc d'où l'intérêt. Là par contre, voilà, vraiment le protocole, c'était vraiment de faire la détertion méca à la curette, au scalpel, à ce qu'on pouvait. Moi je sais que je faisais les deux, plus mettre l'algostérile pour compléter mon travail en fait de détertion méca. Donc 15 jours après. 15 jours après, bon, mais après, je veux dire, les photos parlent d'elles-mêmes, ça se rétrécit de plus en plus, le lit se fait de plus en plus sain, le tissu est vraiment de granulation, il nous plaît, quoi. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, dans certaines plaies, des fois, ça peut repartir dans le mauvais sens. Donc on se dit, voilà. Là, ce que j'expliquais pour l'autre groupe dans cette photo, c'est l'endroit où il y avait l'os qui nous faisait de temps en temps coucou. On le sentait qu'il était là. Ça a été la partie un peu plus compliquée parce qu'elle était notamment très allergique à ce niveau-là, la patiente. Donc pour gratter, ça a été très dur. On a eu de l'espoir avec un petit peu de curette, de temps en temps, voilà, pour pas lui faire trop mal, et l'algo qui complète notre travail. Voilà, donc là au fur et à mesure, ça se rapproche, ça monte, et on arrive à ça. Donc toujours la petite partie sensible qui nous résistait. Le reste, c'est du tissu nouveau qui est né. Et voilà, donc là on arrive à la fin, donc c'était encore un tout petit peu à vif. Donc, mais elle sera enquiquinée à vie avec ce petit bout. Non, alors justement, là j'y suis repassée, j'ai rechangé le protocole pour une semaine. J'ai mis en fait un hydrocellulaire spécifique, on va dire, c'est de l'Urgostart, pour booster juste un petit coup. Je l'ai boosté, en une semaine c'était fermé. Ça sera toujours là les parties. Elle est partie avec le médecin éducateur a vu son moignon, il a donné le conseil pour qu'elle soit appareillée. Après, le principe. Ah oui, parce qu'il y a l'os pas loin. Oui. Après le principe. Je dis pas que c'est la ferme elle-même, mais c'est le fait que l'os. Après, il y a deux choses importantes à savoir quand on finit une plaie. Même si on a fini, on a fait la cicatrisation, moi à la patiente personnellement je lui ai dit, même pendant la cicatrisation, au fur et à mesure que la plaie se refermait, une chose qui est très très importante pour sa peau, pour pas qu'elle soit fragilisée, c'est d'hydrater. On prend une crème hydratante basique qu'on achète dans les grandes surfaces, on hydrate, afin que là, ce tissu-là, nouveau, il se renforce. C'est comme la peau des bébés, il faut que ça se renforce, il faut que ça se fasse. Après, quand c'est tout fermé, on continue. Après, c'est une protection à mettre. Après, même si elle est appareillée, dans les appareillages, ils font des protections en mousse. Même eux, après, ils mettent des protections, ils mettent les chaussettes dessus. On le sait très bien que c'est un risque. Mais pour l'instant... Voilà, c'est dommage. Ben, là, on est quoi? Recouper. Et qu'on ait un os. Ah oui, c'est pas avoir laissé... là, pour l'instant, elle a été appareillée de viande dessus, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ben, là, elle a été appareillée quand même en fin septembre. On est quasiment en décembre. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. C'est bien. Voilà. Après, voilà, nous on donne des recommandations aussi après, eux à Chanteclair, parce que c'est à Chanteclair qu'ils l'ont appareillé. Je pense que voilà, ils ont dû aussi lui donner quand même parce que pour l'avoir vécu pour quelqu'un de proche, quand tu as l'os comme ça, oui, entièrement. C'est entièrement. Ah oui, c'est un kikinant. C'est de toute façon un point douloureux, c'est de toute façon entièrement. C'est quelque chose qui complexifie derrière la marche. Entièrement. Après, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est con, mais j'insiste, le fait d'hydrater, ça fortifie la peau au bout d'un moment. Ça aide plus après en mettant. Après, ça dépend des personnes qui appareillent, qui font l'appareillage. Oui. Il faut absolument qu'ils donnent quand même des consignes aussi pour essayer de dire bon, on sait que là c'est un point sensible. Nous aussi, on en a eu, alors je sais plus si c'était en HAD ou c'est ailleurs que je l'avais eu. On le savait que ce point, pour nous, c'était la petite lumière, la lanterne rouge qui nous disait faites attention, à tout moment je peux me réouvrir. Voilà, on le savait. Bon, après il faut surveiller, c'est sûr qu'après c'est une hygiène du patient, il faut qu'il fasse attention aussi. Mais bon, voilà, on est quand même arrivé à ça. On était contents. Voilà. Moi, comme je dis, ça a été mon premier petit défi parce qu'après, voilà, pour moi la cicatrisation est un petit peu un jeu et le but c'est d'arriver à ça, quoi. Donc, tout est possible, malgré le cas de la base. Hein.
Voilà, après là, donc si vous voulez manipuler, il y a le... Ouais, pour voir quoi un ça petit voilà, peu, maintenant que vous avez la tubulure, le film transparent, la mousse, tout ça, vous pouvez aller maintenant manipuler. Il y a donc il y a un des laboratoires qui fait la thérapie pour la pression négative, qui est là pour maintenant pouvoir manipuler. Nous, on a voulu plutôt présenter les indications, contre-indications, la façon de faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à manipuler un petit peu, mais voilà, vous allez voir le pont, vous allez voir la mousse, les tubulures. Le but c'était d'expliquer en gros comment c'était prescrit, la façon de faire des pansements. Juste, j'ai oublié un petit point qui peut être important. Avant, la mousse, on la posait comme ça dans la plaie, à vif, d'accord, on posait la mousse. Sauf qu'on s'est aperçu, le fait de l'aspiration, quand on arrivait à un tissu de granulation, quand on retirait la mousse, ça pouvait nous arracher les bourgeons, donc nous faire saigner la plaie, donc nous retarder la cicatrisation. Après des études, ils nous ont dit, les chirurgiens, allez, on va mettre une interface à l'intérieur. Les interfaces à la mode, ça a été du gras. Alors le tulle gras, on évite un petit peu parce que la compresse, c'est une compresse imbibée de gras, ça sèche. On met plutôt une interface comme Adaptique ou Gélonette Plus, ça dépend avec qui on travaille, qui, ça on le laisse, en fait, ce que j'ai expliqué, c'est une interface qui est un petit peu égoïste. Elle va donner par exemple, je dis n'importe quoi en pourcentage, par exemple elle va donner 90% de son gras, mais elle va en garder 10 pour elle. Donc, quand on le met au fond de la plaie, qu'on met la mousse par-dessus, quand on va retirer la mousse, ça va être complètement atraumatique pour le patient. Parce qu'on va retirer la mousse qui est collée sur mon gras. Et quand je retire le gras, vu qu'il adhère pas à la peau, parce qu'il a gardé du gras, voilà. C'est pour ça qu'on met pas du gras, des tubes gras purs et durs. On met plutôt genre Adaptique, Gélonette, voilà, cette interface. Ou alors, il y a en ce moment aussi, alors ça dépend des labos, il y en a qui ne veulent pas qu'on mette un alginate. Ça se fait, ça marche. On met par exemple, nous on travaille plus avec algostérile en alginate. On met ça pareil, on met une compresse au fond de la plaie, on met la mousse. Tout simplement, la compresse d'alginate ne va pas sécher. Vu que c'est un milieu humide, la compresse elle va se gélifier. Donc on va retirer pareil la mousse et l'alginate, vu que c'est du gel entre guillemets, ça vient tout seul. Et c'est vraiment indolore pour le perdez pas d'aspiration. Non, vraiment non. Et au contraire, des fois ça peut au contraire accélérer le processus de cicatrisation. Voilà. Et voilà. On ne perd pas dans la rapidité, on ne perd pas dans l'aspiration et la douleur du patient. Quand on retire le pansement. Oui. Voilà. Alors bien souvent on peut demander, nous je sais que des fois à domicile on le fait, on appelle le patient. Alors soit des fois les médecins ils ont prescrit des antalgiques, on les appelle pour dire bon prenez les médicaments, on va arriver. Bon ça laisse une demi-heure, une heure le temps de... voilà. Ou alors des fois on leur dit aussi quand ils y arrivent, vous appuyez sur la machine, vu qu'il y a comme bouton on-off pour eux, ils appuient, ils nous arrêtent la machine. Ça permet que le vide il parte. Il n'y a plus d'étanchéité entre guillemets, parce qu'il n'y a plus d'aspiration. Et c'est plus facile même après enlever la mousse. Et moins douloureux. Mais ça c'était à l'époque vraiment quand il n'y avait pas cette interface. Maintenant on arrive, ils n'ont pas arrêté la pompe, on enlève tout. Franchement, ils ressentent pas grand chose. S'ils ressentent, aller sur une N sur 10, allez 2. Parce que je suis méchante. Non, franchement, voilà, ils le vivent beaucoup mieux qu'avant. Moi, j'ai connu, je suis pas vieille, hein, j'ai que 6 ans de diplôme. J'ai connu quand on mettait la mousse. Un grand moment de solitude. Hein. J'ai fait des injections de lidocaïne avec du sérum ou avec des dilutions. Ça faisait rien. On imbibait, on trempait le lit, hein, parce que voilà, ça faisait strictement rien. Le patient il avait mal. Voilà. Alors quand c'est sur des tumeurs au niveau du sein, vous avez mal pour la femme, vous dites c'est bien. Et quand c'est ailleurs, c'est pareil, quoi. On se dit, ça fait mal, c'est des tissus qui sont vivants, surtout quand c'est en période de granulation, c'est hyper douloureux pour eux. Voilà. Encore sur la fibrine, on peut s'amuser un petit peu, sente pas. Voilà. Oui, mais la douleur peut augmenter, donc plutôt en fin de traitement. Ça peut au retrait du pansement. Mais voilà. Comme on est censé mettre l'interface, c'est censé, voilà, le N sur 10, 1, 2. Hein. Mais ils vont pas hurler comme à l'époque. Par contre, quand on a enlevé la mousse, ils hurlaient. Quand moi j'ai connu, franchement, j'avais de la peine pour les patients. Je leur disais, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Et on les appelait, on leur disait, arrêtez la machine. Donc même 1 heure avant. Ça a été un grand moment de solitude parce que vraiment, après, on vit la douleur avec le patient. Voilà.
Donc non, c'est des petites technologies qui avancent et voilà. Donc important cette interface à l'heure actuelle de la mettre aussi avant de mettre l'annonce. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Voilà. Donc, Ok. voilà.